l'époque des hypervitesses, des plein de choses à faire et des retards partout. Avancer. Tu dois travailler, travailler et travailler. Ordre et désordre. Je dirais... Sous tension. Connecté. Paradoxal. Je la trouve chamboulée. Prometteuse. Angoissante. Anxiogène. Superficielle. Singulière. Je dirais qu'elle est éreintante. Positif. Complexe. Vous écoutez Craquer l'époque, le podcast des imaginaires politiques. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de m'entretenir avec Mathilde Vassor. Bonjour Mathilde Vassor. Bonjour. Alors, Mathilde Vassor, vous êtes maîtresse de conférences en sciences de l'information et de la communication à l'université Rennes 2. Je dois dire que nous sommes dans les faits des voisins de bureau et comme souvent, ce sont les collègues les plus proches que l'on connaît le moins. Grave erreur parce que le travail de Mathilde Vassor est remarquable. Il s'intéresse à ce que beaucoup d'entre nous ignorent ou jugent trop ordinaire pour valoir attention, les relations de voisinage. Alors à partir d'un matériau aussi banal que les petites affichettes dans les cages d'escalier, ce message de voisin à voisin qui disent tout à la fois, la cohabitation, l'irritation, l'organisation d'un espace partagé, Mathilde Vassor explore ce que signifie vivre ensemble dans l'espace urbain contemporain. Et ce travail a été salué puisque Mathilde Vassor vient de recevoir le prix de thèse en sciences de l'information et de la communication lors du dernier congrès ici à Rennes. Bravo Mathilde. Merci. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, une première question, mais alors qu'est-ce que ça vous fait d'être ainsi reconnu par vos pairs, valorisé par votre communauté scientifique ? Ça fait un peu bizarre. Je vais pas le cacher. En même temps, ça fait plaisir. Surtout que la remise du prix, c'était du coup la semaine dernière. Et on a eu l'occasion de voir plein de collègues qu'on voit pas souvent. Donc ça, c'était super. Alors, il faut qu'on explique à nos auditeurs ce que sont un peu les sciences de l'information et de la communication. Alors, c'est une assez jeune discipline par rapport à des disciplines plus classiques comme la sociologie ou l'anthropologie, etc. Alors, comment vous définiriez cette discipline ? Et peut-être à partir de votre propre travail, c'est-à-dire en quoi votre enquête sur le voisinage, ces micros-écrits qui peuplent les parties communes, relèvent spécifiquement des sciences de l'information et de la communication ? Alors, les sciences de l'information et de la communication, à partir de mon travail, je trouve que c'est une discipline qui porte sur les médiations, les manières de vivre ensemble et comment est-ce que, là, dans mon cas, c'était surtout l'écriture, mais comment est-ce que ces formes de communication qui sont partout, mais pourtant qu'on oublie, comment est-ce qu'elles permettent de vivre ensemble, à la fois comment est-ce qu'elles permettent de se mettre en lien, des fois comment est-ce qu'elles instaurent des rapports de pouvoir. Donc voilà, je dirais que c'est une manière de regarder le social à partir des modes de communication qui, c'est peut-être ça la spécificité. Oui, mais alors quand on analyse les écrits dans les parties communes, alors, je ne sais pas moi, les petites affichettes qui me disent ce soir je vais faire une fête, alors vous m'excuserez du trop plein de bruit, ou alors il faut vider, le local poubelle, etc. Qu'est-ce qui vous différencie d'une démarche en anthropologie, d'une démarche en fait finalement en sciences de la communication ? Qu'est-ce que vous faites que peut-être un anthropologue n'avait pas l'habitude de faire ? C'est une question un peu piège parce que je trouve que la communication, les sciences de la communication pourraient être, après c'est mon opinion, un champ ou un sous-champ de l'anthropologie, dans le sens où on s'intéresse à ce qui fait lien. Après, peut-être que la spécificité par rapport à l'anthropo, ce serait de prendre en compte la dimension symbolique, mais pas que. Mais après, c'est vrai qu'en anthropologie, on le fait aussi. Peut-être qu'une autre réponse, ce serait l'anthropologie, elle a une histoire en lien avec la colonisation quand même. Et nous, en sciences de l'infocom, je trouve qu'on est un peu moins embourbé dans cette question, vu que c'est, comme tu l'as dit, une discipline récente. Donc peut-être que ça nous permet un peu d'être tranquille par rapport à ces questions-là, qu'on a moins envie. En tout cas, moi, c'est ce que j'avais pas envie de faire dans la thèse. On a moins envie d'aller dans des terrains exotiques et qu'on a du coup un peu une habitude de travailler sur des terrains proches. Même s'il n'y a pas que ça en infocom, mais et qu'il existe aussi une anthropologie par le proche, mais je dirais qu'on est moins embourbé dans ces questions coloniales. Alors moi, je me souviens d'un texte de Yves Ouinquin en anthropologie de la com, où je crois que d'ailleurs il commençait son texte sur les relations de voisinage, justement, où il se c'est pas qu'il se disputait, mais il était avec une voisine ou un voisin, et en fait, en gros, il n'avait pas beaucoup envie de parler à cette personne, et il trouve toutes sortes de manières de faire, notamment par son corps, pour s'extraire de l'interaction, et pour montrer que, globalement, en fait, il s'agira de pas aller bien plus loin dans la conversation. Alors, bien sûr, moi, ma première question qui me paraît évidente, c'est finalement la généalogie de cette recherche.
recherche. C'est-à-dire comment on en vient à s'intéresser aux relations de voisinage, d'où vient cet intérêt intellectuel soudain, et comment, à un moment donné, vous vous êtes dit, tiens, ce que je vis là, ce que je suis en train de lire sur ce bout de papier, eh bien, il contient une question anthropologique importante. Alors je dirais qu'il y a une origine double. La première qui est la généalogie de la recherche classique, que j'ai exposée dans la thèse, dans l'introduction, tout ça, qui était de... moi j'ai fait ma thèse avec Emmanuel Souchet et Étienne Candel, qui travaillent beaucoup sur les questions d'écriture. Et Emmanuel surtout, il a beaucoup travaillé sur les questions d'infraordinaire, de comment est-ce qu'en regardant des choses qui sont banales, ordinaires, on révèle en fait des enjeux de société importants, et c'est quelque chose qui m'avait beaucoup touchée et que j'avais envie d'investiguer. Donc j'ai commencé par faire une liste des écrits qui m'étonnaient, que je remarquais dans mon quotidien. Vous avez des exemples d'écrits qui vous étonnaient en particulier ? Oui, j'en ai. Il y avait les étiquettes de fruits, les tickets de métro, les inscriptions sur les poubelles. À l'époque, j'habitais à Paris, ville propre, ces inscriptions sur les poubelles. Qu'est-ce qu'il y avait ? Des autocollants de commandes de McDo. Une espèce de cabinet de curiosité un peu. Et puis à un moment, il a fallu se concentrer sur un type d'écrit particulier. Et dans cette liste d'étonnements qui a duré plusieurs mois en parallèle des lectures théoriques, j'ai trouvé qu'il y avait un objet qui se dégageait. Et donc c'est à ça que je me suis accrochée. Et après, le Covid est arrivé au bout de ma 3e année de thèse. Et c'est vrai que ça a été une opportunité de recherche, donc faut pas c'est un peu... c'est pas hyper politiquement correct de dire ça, mais comme on était tous les uns sur les autres et que moi j'ai déménagé pour le confinement, j'étais sur un terrain un peu neuf, et c'est une période qui a un peu réorganisé nos manières de faire collectif dans les espaces, des espaces de proximité, et c'est là où j'ai pu développer tout mon terrain. Et la deuxième genèse, mais dont j'ai pas trop parlé dans la thèse, c'était un questionnement politique. Je voulais pas que mon travail puisse servir des intérêts capitalistes, parce qu'on sait que les travaux de recherche, ils nourrissent in fine toujours des entreprises, des acteurs, des institutions avec lesquels on n'a pas envie de travailler. Enfin, en tout cas, moi, c'était important pour moi de pas que ça soit peu récupérable. Et donc, du coup, j'ai travaillé sur quelque chose qui n'intéresse pas trop les gens, en apparence. Et voilà, après, je me suis dit, en fait, c'est l'enquête qui est importante, c'est pas les résultats de la recherche. Mais c'était pour ça que j'avais choisi un objet un peu insignifiant. C'était que je me disais, surtout, j'aimerais que ce soit pas récupéré. Alors on reviendra bien sûr sur ce point et sur cette thèse, sur ces relations de voisinage et le rôle d'ailleurs des écrits. Et effectivement, vous racontez très bien comment, dans votre déménagement au moment du Covid, vous inscrivez dans le groupe, vous êtes inscrit dans le groupe WhatsApp des relations de voisinage, et là va commencer évidemment une curiosité assez forte. On reviendra dans quelques instants là-dessus. Peut-être que une question qui pourrait se poser, c'est que vous n'avez pas seulement une curiosité intellectuelle, vous n'avez pas seulement en fait quelque chose qui semble vous intéresser, vous choisissez de faire une thèse. Or, dans les temps qui courent, faire une thèse en sciences sociales, c'est quand même pas si évident que ça quand on connaît la précarité des chercheurs, la précarité des doctorants, une reconnaissance matérielle et symbolique qui est plutôt médiocre. Qu'est-ce que vous diriez peut-être à des gens qui hésitent à faire des thèses de doctorat ou qui laborieusement sont pris dans un travail de thèse? Que leur diriez-vous pour finalement continuer ou pas d'ailleurs? C'est une question difficile parce que c'est un choix personnel. Et c'est vrai qu'il y a un truc dont on parle peu finalement, parce qu'on valorise beaucoup les gens qui finissent leur thèse. Et moi, j'ai de la chance, en plus j'ai été primée, et tout ça, c'est super. Et on parle peu finalement des gens qui finissent pas, et pourtant qui ont déjà produit de la recherche, déjà produit des terrains. Donc j'ai déjà une pensée pour tous les collègues qui n'ont pas de reconnaissance institutionnelle, alors qu'en fait ils font des enquêtes. Pourquoi ça avait du sens pour vous de faire une thèse de doctorat ? Donc moi j'ai un parcours en communication publique et politique, master professionnalisant. J'ai travaillé en agence et c'était vraiment, je me suis pas du tout sentie en agence parce que j'avais l'impression j'étais tout le temps sous pression. Je trouvais que mon travail il avait pas trop de sens. Et je me suis dit au moins dans la recherche, j'y suis d'abord allée par curiosité. Je me suis dit je vais faire un master recherche, on va voir ce que ça donne. Et en fait j'ai adoré, à la fois parce qu'on a le temps.
Je trouve qu'on a vraiment le temps, surtout, après tout le monde dit ça, mais surtout en thèse, et parce qu'on a quand même la partie recherche où on est hyper libre. Ça quand même, c'est vraiment super. En plus, moi, avec les personnes avec lesquelles j'ai travaillé, ils m'ont toujours fait vraiment confiance, ils m'ont donné confiance et ils m'ont laissé hyper libre. Du coup, il y a un peu une quête personnelle aussi. Et on a la partie enseignement qui est liée quand même aux recherches. Et ça, je trouve que c'est super. Moi, j'aime trop les étudiants. Et là, le travail, il prend vraiment du sens. Alors moi, j'allais dire que vous allez quasiment à contre-courant des thèses qui se font aujourd'hui, puisque la plupart des thèses dorénavant, finalement, au fond, c'est répondre à des appels d'offres. C'est-à-dire qu'en fait, la liberté intellectuelle est très, très clairement mise en cause. Le fait que, tout simplement, le sujet ne provient pas véritablement de soi, mais doit absolument coïncider à l'appel d'offres. Vous avez choisi volontairement de prendre un objet qui, vraisemblablement, a priori, n'intéressera pas à grand monde. Comment vous avez fait d'un point de vue matériel, d'un point de vue... Oui, ça c'est vraiment une question centrale qui est importante à soulever. C'est que moi j'ai été financée pour ma thèse par un contrat doctoral et j'ai pas répondu à une demande sociale ou une demande financière. Et d'ailleurs je trouve que j'ai commencé ma thèse en 2017. Je trouve que c'est quelque chose qui a beaucoup changé dans le labo où j'étais, le GRIPIC. Bon, je peux me tromper parce que je côtoie moins les nouveaux doctorants, mais j'ai l'impression qu'il y a maintenant beaucoup de thèses qui se font avec des sur contrat fléchés. Et ça me paraît vraiment dangereux parce que, comme tu le disais, c'est en recherche, l'important c'est de poser des questions. Donc si jamais on nous dit déjà la question qu'on veut poser, bien sûr après le doctorant, la doctorante a une liberté, mais moi j'ai bénéficié de conditions matérielles vraiment super. Donc ce contrat doctoral de 3 ans, puis 2 ans d'ATERA, donc d'enseignement à la fac. Et ça m'a vraiment... c'est là qu'on voit comment les conditions matérielles elles permettent la recherche ou pas. C'est que grande liberté parce que j'ai pas répondu à un appel à projet tout simplement. Il faut noter que c'est vraiment extrêmement rare en fait d'avoir un contrat doctoral, en tout cas de plus en plus rare. Et l'institution dans laquelle j'étais, donc le CELSA qui fait partie de la Sorbonne, a la chance de bénéficier d'un contrat doctoral par an pour la classe de master recherche. Donc il y a une compétition qui est moins accrue que à Rennes 2 ou à Besançon par exemple. Je sais que j'ai une amie qui fait un contrat doctoral pour toute la fac, donc ça n'a rien à voir. Nous, à Rennes 2, je crois que ça fait quelques temps. On en a eu un il n'y a pas très très longtemps, mais finalement, c'est assez peu au regard des intérêts qu'il y a, parce qu'évidemment, on a plein d'étudiants qui peuvent avoir des projets absolument passionnants, mais dans lesquels finalement on ne trouve pas de financeurs, parce qu'ils ne servent pas nécessairement une espèce de grand intérêt social ou même d'ailleurs économique. Alors, c'est une question un peu traditionnelle dans le podcast, c'est de demander un peu de qualifier l'époque dans laquelle on est. Si vous deviez choisir un mot pour qualifier le moment dans lequel on se trouve, quel serait ce mot ? C'est approximatif, on est bien d'accord, vous inquiétez pas. Critique, c'est vraiment critique, parce qu'on est critique, ça vient de crise, on est un peu un tournant majeur, ça craint quand même vraiment beaucoup. Je sais pas si on a encore le temps de faire quelque chose, je pense que c'est mieux de croire qu'on a le temps de faire quelque chose, sinon on n'a plus qu'à attendre de mourir, et aussi, je pense que c'est important de se dire qu'on peut faire quelque chose, parce que les médias dominants, même sur le service public, sont toujours en train de dire que c'est foutu, et ça démotive. Donc je dirais critique, dans le sens où on est à un croisement, et ça craint quand même vraiment beaucoup. Alors vous avez choisi, dans ce moment critique, d'être maîtresse de conférence. Comment vous situez ce travail ? Là aussi, un métier qui est de plus en plus pris par des injonctions bureaucratiques, par une liberté académique finalement de plus en plus menacée, ou en tout cas attaquée, ne serait-ce que par ces injonctions bureaucratiques. Qu'est-ce que c'est que pour vous justement d'être chercheuse, d'être enseignante et chercheuse dans un moment critique ? La première chose qui me vient en tête, c'est le service public, parce que on est quand même là à Rennes 2 dans une université publique avec tout ce qu'on a... tout ce qu'on sait du service public, son état de délabrement, tout ça. Et ça, je trouve que quand même, c'est... moi, je me suis posé beaucoup de questions sur est-ce que je m'engage dans un militantisme professionnel ? C'est des questions que je me suis posées. Mais je trouve qu'il y a quand même... dans le service public, on peut quand même faire des choses. Et là où moi je trouve du sens, c'est à la fois dans le lien qu'on fait avec les collègues. Je ne sais pas si ce qu'on dit a beaucoup de poids, ça je ne me rends pas compte. Mais à la fois dans le lien qu'on a avec les collègues et quand même le lien aux étudiants, aux étudiantes. On est là pour les aider à se former en tant que personne. Et même si on a des grosses cohortes, on a une condition de travail plus ou moins acceptable, on a quand même des gens qui sont là pour apprendre,
qui se mettent dans cette disposition d'esprit d'être là pour apprendre, de se rendre disponible, d'être vraiment plus ou moins à l'écoute, mais quand même ils viennent là pour se nourrir et ça mais c'est tellement précieux, enfin franchement c'est trop précieux, donc pour moi c'est le travail aussi avec les étudiants qui fait sens. Alors, vous avez choisi une première lecture qui est pour moi une découverte. Je ne connaissais pas et évidemment ça m'a donné absolument envie de lire ce livre d'Anna Tsing, Le champignon de la fin du monde. Le temps est venu pour de nouvelles manières de raconter de vraies histoires au-delà des premiers principes de la civilisation. Débarrassées de l'homme et de la nature, toutes les créatures peuvent renaître à la vie et les hommes et les femmes peuvent s'exprimer sans être enfermés dans les limites d'une rationalité imaginée étroitement. De telles histoires, parce qu'elles ne sont plus désormais reléguées à n'être qu'un murmure dans la nuit, ont le droit d'être en même temps vraies et de l'ordre de la fabulation. Comment rendre compte autrement du fait que tout reste en vie dans le désordre que nous avons créé ? En suivant un champignon, ce livre offre de telles histoires véridiques. À la différence de la plupart des livres universitaires, il se présente sous la forme d'une succession de courts chapitres. J'ai voulu qu'il soit comme ces troupes de champignons qui surgissent auprès de la pluie, un excès d'abondance, un appel à explorer, un toujours trop. Ces chapitres constituent un agencement ouvert, pas une machine logique. Ils signalent l'immensité de tout ce qui reste à faire. Ils s'entremêlent et s'interrompent les uns les autres, à l'image du monde morcelé que j'essaye de décrire. Les photographies constituent un autre fil à suivre. Elles racontent parallèlement au texte une histoire sans en être une illustration directe. Ce recours à des images veut témoigner de l'esprit de mon argument plutôt que des scènes discutées. Alors Mathilde Vassor, pourquoi ce choix de lecture ? Parce que c'est une lecture qui m'a vraiment beaucoup transformée, que j'ai faite pendant le Covid, qui m'a été conseillée par un collègue, Guillaume Huguet, et que j'ai beaucoup travaillé avec une collègue et amie, Laura Verker, et qui m'a beaucoup... qui m'a fait du bien d'abord. Ça, c'est un choix que j'avais fait au début de thèse, de lire que des choses qui me plaisent. Et je trouve que ça m'a fait du bien. Et ensuite, ça m'a beaucoup aidé pour la construction de la méthodologie, tout bêtement. Parce que Anna Tsing, elle suit un champignon, le Matsutage, qui pousse dans des forêts ravagées par le capitalisme aux États-Unis et qui sont vendus au Japon. Donc elle suit toutes les étapes de production, de récolte, enfin pas de la production d'ailleurs, de la récolte, de la vente, voilà. Et elle observe le capitalisme sous un angle un peu neuf. Et ça m'a beaucoup inspirée. Je me suis dit, moi aussi, je vais suivre les affichettes un peu pour voir quel est leur chemin. Leur chemin de vie, c'est peut-être un peu gros dit comme ça, mais en tout cas, quel est leur chemin et quels espaces sociaux ils traversent ces écrits et comment est-ce qu'on peut révéler des espaces sociaux dont on ne mesure pas forcément l'importance au premier abord. Ouais, c'est absolument passionnant. D'ailleurs, ce parti pris qui est de dire, c'est une façon assez radicale de penser les structures du monde, à partir des marges, à partir de ces détails. Alors peut-être dans votre propre travail, c'est-à-dire dans les relations de voisinage, dans ces interactions apparemment anodines, comment en fait l'examen de ces interactions anodines pourrait peut-être servir de base à une critique plus générale de la société. Finalement, au fond, Anna Tsing, quand elle prend ce champignon, c'est pour faire aussi en fait une analyse du capitalisme. Vous diriez quoi en fait sur cette façon de comment ça révélerait des forces économiques, des forces sociales peut-être plus larges qui nous traversent? La première réponse, la première chose à laquelle je pense, c'est déjà que y a quand même des sociabilités importantes. En tout cas, je plaide pour ma paroisse, qui me semble importante, de création de liens sociaux, dont on mesure pas forcément l'importance et qu'on va pouvoir investiguer, observer, si on s'intéresse à des petits objets. Et je pense que d'un point de vue plus militant, moi j'ai la conviction que c'est ces liens-là qui vont permettre, qui me témoignent de sociabilité, mais aussi de solidarité. Il y a des rapports de pouvoir dont je parle dans la thèse, mais j'ai l'impression que quand on s'intéresse à ces liens-là, on se rend compte qu'il y a vraiment des ressources humaines qui sont formidables et ça permet de lutter contre la tristesse, la panique qu'on peut ressentir. Et la deuxième chose qui me vient en tête, c'est que les rapports de voisinage, c'est comme la société en miniature. Et donc, il y a aussi, je trouve que on peut aussi observer, bien sûr, il y a des trucs super et tout, et on peut aussi observer les rapports de pouvoir, mais au niveau micro, et voir comment ils s'instituent au-delà du triptyque genre, classe, race,
comment ça s'actualise dans le quotidien. Moi, j'ai pas trop une approche socio, mais voilà, comment on retrouve ces rapporps de pouvoir. Alors on a une espèce de micro-société, quasiment même coupée un peu du reste, c'est ce qui rend l'analyse probablement un peu plus simple. Alors, vous avez choisi une musique occitane, ça s'appelle l'herbadagram, je ne me trompe pas, ça va, la prononciation. On va l'écouter tout de suite. Que es la libertad, l'amor que te espero, gardo la verdad, car segre l'uriero, lucros del balat, grano la miserio con fluris lublate. Es ciudad del vero, que es la libertad, l'amor que te espero, gardo la verdad, car segre l'uriero, lucros del balat, grano la miserio con fluris lublate. Este luz del uno, ne veren la fin, ne perren pas uno, cerca lu camin. Luce tu sangruno del sera al matin, la bestia per uno più di sto canie. Este lo stellino, ne per la fin, ne per un pasino, cerca un camin. Luce tu sangruno del sera al matin, la bestia per uno più di sto canie. E es ciudad al vero, que es la libertad, tu viene en uriero, porto la verdad. La vida te espero, de cross en balat, muy la miserio con grano nublate. Es ciudad al vero, que es la libertad, tú vienes tu nero, porto la verdad. La vida te espero, de cross en balat, muy la miserio con grano nublate. Alors Mathilde Vassor, pourquoi ce choix de musique ? Ce choix de musique, parce que je l'aime bien déjà. Et je trouve que, surtout en concert, en live, elle donne beaucoup de force. Et en plus, en y réfléchissant, c'est un gros collectif, comme beaucoup de groupes de musique, on va dire. Mais je trouve que le travail sur les voix, le lien, l'entremêlement des voix, finalement, en y réfléchissant, peut faire écho à Nothing et mon travail de thèse.
Alors, sur les relations de voisinage, spontanément, on aurait pu penser que nos relations de voisinage sont plutôt marquées par une forme d'indifférence, voire une légère aversion mutuelle, comme si notre logique relationnelle avec nos voisins était plutôt devenue un peu immunitaire. Je me protège de lui, je me protège de ses nuisances, de son bruit, etc. C'est-à-dire que c'est comme si je faisais tout pour oublier la présence du voisin qui n'a pas intérêt à faire trop de bruit, ou je m'excuse d'exister quand je deviens un peu trop visible, par exemple, avant de faire une fête. Et pourtant, vous, dans vos travaux, vous semblez plutôt aller à contre-courant de cette idée, et vous montrez d'ailleurs que ces relations, aussi brèves ou conflictuelles qu'elles puissent être, sont aussi des formes de socialisation parfois discrètes, mais persistantes. Et d'ailleurs, vous appuyez sur le sociologue allemand absolument passionnant, Georges Simmel, qui parlait déjà de l'antipathie comme une forme élémentaire de socialisation urbaine. Qu'est-ce que votre enquête vous permet de comprendre sur ces rapports de proximité? Qu'est-ce que ça nous dit peut-être sur nos façons aujourd'hui d'habiter ensemble? C'est vrai que Simmel dit ça, et on m'a beaucoup dit, quand je parle de mon travail, « Oh, mais en ville, plus personne se parle. » Et bon, je suis pas trop d'accord avec ça. Je suis pas trop d'accord avec ça, mais en même temps, ce que tu soulignes sur le fait de chercher à faire respecter un espace privatif, ça je l'ai vraiment remarqué, et je l'ai souligné, enfin j'en ai parlé surtout dans la fin du travail, où je montre qu'on est en lien les uns avec les autres, mais le lien permet aussi, ou la relation peut-être plutôt, permet aussi de mettre à distance la personne. Et du coup, pour moi, le voisinage, c'est nos voisins, on est obligé de vivre avec. Donc on est obligé d'être en lien avec eux, mais tout le travail de voisinage consiste à gérer cette distance avec eux, de gérer cette bonne distance avec eux. Et ça, on le retrouve dans le voisinage, mais on le retrouve de manière générale dans les relations sociales. Un statut social, c'est quelle distance je mets avec autrui, à quelle place je le mets, à la fois physique, sociale. Et donc, ta question, c'était sur qu'est-ce que ça dit de notre manière d'habiter. Je trouve que ça enseigne à la fois sur qu'est-ce que les relations sociales, qu'est-ce que c'est construire un lien avec l'autre, parce qu'on est en lien les uns avec les autres, même ne serait-ce que par l'odeur, par la vision, comment on gère la relation à autrui, la distance à autrui, et ça nous enseigne aussi, je trouve, le voisinage, à sortir de la partition, le voisinage c'est que des humains, parce que comme je définis le voisinage comme étant les gens avec qui on habite, avec qui on est contraint de vivre dans des espaces de proximité, en fait, si on ouvre un peu le regard, à partir du voisinage, on peut regarder les animaux, les végétaux, tous les êtres vivants, et à qui est-ce qu'on n'accorde pas le statut de voisin. Ça peut être au SDF en bas de chez nous, au cafard, et qu'est-ce que ça dit de qui est-ce qu'on estime être un partenaire de communication, et donc à qui est-ce qu'on accorde un statut social. Alors, on peut penser que le capitalisme aurait plutôt intensifié des régimes de séparation entre les individus, de séparation entre les classes sociales, de séparation entre les usages. Et finalement, au fond, cette logique, d'ailleurs, s'est inscrite très concrètement dans les transformations de l'habitat. Je pense notamment à l'architecture. Pour donner un exemple personnel, j'ai longtemps habité à Lille, dans ce qu'on appelle des courées, donc des petits ensembles de maisons ouvrières qui sont toutes semblables, qui sont construites au 19e siècle, et qui se font face autour d'une cour intérieure étroite, et souvent d'ailleurs qui était attenante à une ancienne usine textile. Donc on partageait un même espace extérieur, une entrée commune, parfois même des sanitaires. Et ces lieux étaient marqués par une forte promiscuité, bien sûr, mais par aussi une disposition structurelle à la relation. On se croisait, on s'entendait, on s'interpellait, on avait une même table le dimanche que l'on partageait. Aujourd'hui, en fait, ces formes d'habitat collectif ont quasiment disparu, ou en tout cas ont été réhabilités pour répondre peut-être à des standards qui seraient plus silencieux, plus hygiénistes, plus individuels. Est-ce que vous allez finalement vous montrer qu'il y a quand même des formes de résistance à ce capitalisme de la séparation ? Effectivement, comme tu le soulignes, j'ai lu peu de travaux en urbanisme. Mais au 19e siècle, l'hygiénisme, on fait rentrer les classes populaires dans l'intérieur de l'espace domestique pour coller à une logique bourgeoise et vraiment hygiéniste, quoi. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est de voir que ça résiste. Ça résiste, il y a des liens sociaux et ça permet d'aller... De se donner de l'espoir, de se dire, même s'il y a des choses qu'on ne voit pas, ces choses elles sont quand même présentes, ces liens sociaux ils sont quand même présents, et il y a une structuration sociale par-delà ce que l'habitat
comment il nous contraint, quoi. Après, bon, je suis pas urbaniste, donc moi, je suis partie par l'écriture, et l'écriture, justement, comme c'est une médiation qui permet d'entrer en relation avec l'autre, même si l'autre n'est pas là. Peut-être qu'un urbaniste dirait des choses différentes, mais moi, avec l'entrée par l'écriture, voilà, je vois le lien. Alors donc à quelle époque on va essayer de se tourner vers nos voisins et de ne pas attendre la fin, la fameuse fête des voisins pour organiser cette rencontre, mais peut-être de la faire vivre au quotidien. Merci Mathilde Vassor. La semaine prochaine, on va se retrouver pour discuter de Danat Singh, Donna Haraway et Vinciane Després. Bonne soirée. Craquer l'époque est un podcast produit par Radio Radio en partenariat avec Collatéral, la Gaieté Lyrique, les Chants Libres et le service culturel de Rennes 2. Cet épisode a été réalisé par Romain Huette. Rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de cet entretien.